dans un tel événement, dans une telle tragédie. Alors, on a quand même le sentiment que chacun la joue solo. Hein. Chacun joue sa partition, Israéliens comme Palestiniens. Les Palestiniens veulent une reconnaissance internationale et pourquoi pas à l'ONU en septembre prochain. Les Israéliens veulent proposer un plan dont ils savent à l'avance qu'il ne sera pas reçu ou mal perçu en tout cas par les Palestiniens. Il y a une différence entre les approches, entre les hommes qui se rencontrent et entre les théoriciens. À quel moment y aura-t-il un point de rencontre? C'est vrai qu'il y a des différences, c'est évident. C'est vrai qu'il y a une impasse dans le processus de paix. Mais c'est vrai aussi que regardez ce que fait l'Europe, regardez ce que fait la France. Nous voulons très fermement, avec les États-Unis, la Russie, les Nations Unies, d'autres, les pays de la région, faire en sorte que Israéliens et Palestiniens se parlent à nouveau, car nous croyons profondément qu'un accord de paix ne sera conclu que dans le cadre d'une négociation. Il faut que les uns et les autres fassent les sacrifices, fassent les concessions nécessaires pour que demain, ils puissent vivre ensemble en paix et en sécurité. Mais il faut faire cet effort. Vous connaissez notre désir de paix, vous connaissez le combat du président Sarkozy en faveur de la paix au Proche-Orient. Ce combat est non seulement d'actualité, mais il est de plus en plus d'actualité. Monsieur l'ambassadeur, quand vous parlez avec les Palestiniens et qu'ils vous disent « nous voulons, pour la prochaine étape, contourner la case négociation directe avec les Israéliens », est-ce que vous les encouragez, est-ce que vous les comprenez ou est-ce que vous tentez de leur faire entendre raison et de les ramener à une table de négociation comme vous venez de préciser? Nous n'avons qu'une seule parole. Ce que je vous dis ici sur ce plateau, c'est aussi ce que nous disons à nos amis israéliens comme à nos amis palestiniens. Nous disons aux uns et aux autres, il faut obtenir le retour de la confiance, il faut travailler à une négociation. Seule la négociation permettra d'apporter la sécurité aux Israéliens et d'apporter aux Palestiniens un État réel, un État concret, un État viable. Est-ce que le momentum est bien choisi? Il va y avoir des élections palestiniennes. Mahmoud Abbas craint pour son poste. Peut-être ne sera-t-il plus président dans quelques mois. Il y a les élections aux États-Unis. Barack Obama va rempiler dans sa campagne électorale. Est-ce qu'on n'est pas tous, les uns et les autres, en train de gagner du temps pour éviter qu'au moins dans cet espace-là, on évite le pire? Non, mais vous apportez la réponse à votre question quand vous dites on ne sait pas si Abou Mazen sera toujours là. Profitons de sa présence, lui et Salam Fayyad, ce sont des hommes de paix, il faut travailler avec eux. On ne peut pas attendre. Je sais bien qu'au Proche-Orient, il y a toujours des échéances et que ces échéances, malheureusement, ne sont jamais respectées. Mais ce n'est pas ce que je ressens quand je parle aux Palestiniens, quand je parle aux Israéliens, ce n'est pas ce que je ressens dans la rue. Il y a une impatience, il y a un désir de paix. Alors c'est vrai qu'il y a aussi eu beaucoup de déceptions, beaucoup de désillusions, beaucoup de tristesse, d'espoir qui n'ont pas été satisfaits. Mais ça doit être pour nous un moteur pour au contraire aller plus loin. Et vous savez, quand on est loin, on voit peut-être moins les détails, c'est vrai. On ne voit peut-être moins la complexité des choses, mais on voit aussi peut-être mieux le chemin. Le chemin qui doit être celui des Israéliens et des Palestiniens vers la paix. Alors vous qui les rencontrez souvent, les uns et les autres, Israéliens et Palestiniens, vous vous dites en votre fort intérieur, lequel des deux veut le plus la paix, lequel des deux joue la montre. Comment ça se passe quand on est ambassadeur et qu'on doit préserver, pardonnez-moi l'expression, la chèvre et le chou? Moi je crois que de part et d'autre, il y a un très fort désir de paix. De part et d'autre. De part et d'autre. Il y a une volonté de paix. Simplement aussi de part et d'autre, il y a des obstacles. Vous avez des gens qui ne veulent pas la paix, c'est vrai. Mais c'est une minorité, de part et d'autre. Et je crois que cette paix est possible. Pourquoi elle est possible? Parce qu'on connaît plus ou moins les paramètres de cette paix, les contours de cette paix. Ce qu'il faut maintenant, c'est effectivement que franchir les barrières de la défiance, sentir le sentiment d'urgence, parce qu'on ne peut plus attendre, et avancer. Vous parlez de défiance. Dernière en date, dernière méfiance des Israéliens en date.
c'est l'autorité palestinienne qui a donné le nom de la première femme kamikaze à une place de Ramallah. Elle s'appelait Dalal al-Mughrabi. Les Israéliens disent non, on ne peut pas faire et cela et en même temps parler de paix. Quel est votre sentiment? Je crois qu'il faut justement parler de paix pour éviter ce genre de geste. Il faut renverser la donne. Il y a des hommes courageux en Israël comme du côté palestinien, il y a des hommes de paix du côté israélien comme du côté palestinien. Il faut, dans ces instants graves, dans ces instants solennels, dans ces instants déchirants, que ce message soit compris et que chacun d'entre nous trouve la force pour aller vers la paix. Alors vous êtes un diplomate, le poids des mots, le sens des mots, la sémantique, quand vous entendez à Gaza le Hamas non seulement se réjouir mais justifier l'attentat de vendredi à Itamar, et que d'un autre côté certains en Europe tentent de réintégrer le Hamas et de le faire sortir de cette fameuse liste du terrorisme de l'Union européenne. Vous connaissez nos positions. Le Hamas, pour nous, est un mouvement qui est sur la liste européenne des mouvements terroristes. Nous ne parlerons avec le Hamas que le jour où le Hamas renoncera au terrorisme, renoncera à la violence. Le jour où le Hamas acceptera de reconnaître Israël. Le jour où le Hamas acceptera de satisfaire tous les accords qui ont été souscrits par l'autorité palestinienne. Ce jour-là, malheureusement, n'est pas venu. Je le regrette. J'aimerais que le Hamas satisfasse ces critères. Parce que nous serions dans une toute autre approche, une toute autre dimension de paix. Et le sort des habitants de Gaza serait tout différent de celui qu'il est aujourd'hui. Ainsi que celui de Gilad Shalit. Absolument, vous avez tout à fait raison de reparler de Gilad Shalit. Ça fait 4 ans et demi maintenant qu'il est détenu. Je rencontre souvent Noam et Aviva, ses parents. Je rencontre le négociateur israélien, Haggai Hadas. Et je sens le désespoir de Noam et Aviva. Pas de nouvelles. Aucun moyen de contacter leur fils. Ce que je peux dire sans rompre les règles de confidentialité qui sont essentielles si nous voulons arriver à conclure, ce que je peux dire c'est que nous soutenons totalement le médiateur allemand, nous soutenons totalement la négociation. Et la France, plus que tout autre, est extrêmement attentive au sort de ce compatriote, Gilad Shalit, français et israélien, retenu en otage depuis maintenant 4 ans et demi. Votre intime conviction sur la région, de diplomate, mais aussi d'homme de terrain, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Quand vous entendez par exemple le ministre de la Défense, Ehud Barak, qui déclare qu'Israël doit peut-être dans les mois à venir se préparer à un tsunami politique, après l'Égypte, après la Tunisie, les mouvements que l'on aperçoit dans la région plus proche d'Israël, un tsunami politique, ça signifie que tout est possible, pire, comme peut-être le meilleur que vous appelez de vos voeux, évidemment. Moi, je crois qu'ici, tout est possible. Il y a une extraordinaire volatilité, parce qu'il y a des démocraties, parce qu'il y a des opinions publiques, il y a une capacité de rebond qui nous étonne chaque fois. Regardez où ce pays était en 2004. C'était l'intifada. Après le retrait de Gaza, après la guerre avec le Liban, après la guerre avec Gaza. Mais l'espoir n'est pas perdu, le combat continue. Et oui, effectivement, de cette révolution arabe que nous voyons en Égypte, en Tunisie, qui n'est toujours pas terminée, qui se poursuit. Vous savez en Libye ce qu'il se passe, vous savez le rôle de la France, à quel point nous sommes actifs sur ce sujet. De cette révolution arabe peut naître effectivement un monde différent, un monde fait de démocratie qui pourra peut-être plus facilement conclure des accords viables sur la durée. Quand vous concluez un accord avec une dictature, il y a toujours une incertitude sur les changements de régime. Quand vous concluez un accord avec une démocratie, c'est sur le long terme que vous concluez. Alors c'est peut-être plus difficile, peut-être qu'il y aura beaucoup de soubresauts, personne ne peut prédire l'avenir, mais il y a, je crois, de grands espoirs qui sont fondés, parce que ces révolutions ne sont pas simplement fondées contre des régimes corrompus, ce sont aussi des révolutions qui sont portées par la classe moyenne, qui sont portées par les femmes. C'est étonnant de voir ce rôle nouveau des femmes dans le monde arabe,
c'est porté aussi par les nouvelles communications. Donc c'est un moment mais qui est très sérieux. Là, c'est le verre à moitié plein que vous nous décrivez. Oui, mais c'est celui auquel je crois. C'est porté par les populations que vous décrivez, mais c'est aussi parfois, malheureusement, récupéré par les extrémistes de tout bord. On sait comment ces révolutions, on ne sait pas comment elles se terminent. C'est vrai. Regardez la Révolution française, regardez la Révolution russe. Donc il ne faut pas être naïf. C'est pour cela que la France, c'est pour cela que l'Europe veut accompagner ces processus, ces transitions démocratiques, pour que l'exemple tunisien, l'exemple égyptien soient des réussites, pour que ça serve de modèle à travers le monde. Les accompagner, certains parlent même d'entrisme maintenant de la France en Libye, parce qu'en reconnaissant depuis jeudi dernier le Conseil national de transition de Benghazi comme seul représentant légitime du peuple libyen, là le président Sarkozy a surpris tout le monde. Je crois que nous voulons jouer un rôle d'entraînement. Nous voulons, avec nos partenaires européens, avec nos partenaires au Conseil de sécurité, avec les États-Unis, avec la Ligue arabe. N'oubliez pas quand même que la Ligue arabe vient de dire qu'elle était favorable à la mise en œuvre de zones d'exclusion aérienne en Libye. N'oubliez pas que nous avons, au sein de l'Europe, obtenu des sanctions financières. Enfin, la France se singularise là par rapport à l'Union européenne. Nous sommes à l'avant-garde de ce mouvement et j'espère que nous serons nombreux à être rejoints dans cette initiative. On ne peut pas regarder à la télévision les populations libyennes se faire massacrer les bras croisés. D'où notre action. Nous avons obtenu des sanctions, nous voulons aller plus loin, nous voulons le faire dans le cadre de la légalité internationale, donc avec une résolution des Nations Unies, et nous voulons le faire avec la légitimité nécessaire. Mais et pour la décision de la Ligue arabe apporte cette légitimité. Pour l'instant, Monsieur l'ambassadeur, la France rompt avec un des canons diplomatiques intangibles qui commande de ne reconnaître que les États indépendamment des gouvernements qui les dirigent. C'est pas révolutionnaire, il faut parfois être en avance sur son temps, oui. Vous vous en félicitez. Je m'en félicite absolument. Ce mouvement de liberté, il faut le saisir. Bien, je vous remercie. Une dernière question avant de nous quitter. Après quelque temps passé à ce poste de premier diplomate de la France en Israël, quel regard vous portez sur ce peuple, sur ce pays? C'est pas un bilan, vous êtes encore avec nous pendant quelque temps, mais les premières impressions à chaud. Première impression, vous savez, je reviens en Israël. J'ai déjà été ici diplomate, et donc je vois le pays évoluer sur plusieurs années. Et si je suis revenu, c'est sans doute que j'aimais ce pays, que j'avais eu beaucoup de plaisir à y représenter la France, beaucoup d'honneur à y représenter la France. Et je vois ce pays changer. Je l'ai connu en 2004, c'était l'intifada. Aujourd'hui, il y a une créativité étonnante, que ce soit sur le plan culturel ou sur le plan économique. Et c'est cette créativité-là qui me donne cet optimisme. Je me dis, voilà, cette opinion-là, ces Israéliens qui se lèvent chaque matin avec cette pensée sans tabou, avec cette envie de vivre et de se battre, c'est un espoir pour tous. Alors il y a des obstacles. Vous diriez que depuis votre arrivée à ce poste prestigieux, les relations entre la France et Israël se sont améliorées, sont aussi compliquées que vous l'imaginiez avant d'arriver ici? Alors, que ces relations soient compliquées, qu'elles soient complexes, c'est normal. Mais elles sont bonnes, je dirais même qu'elles sont privilégiées. Quand je suis arrivé en Israël, vous savez, il y a cette cérémonie où on remet ses lettres de créance. Le président Shimon Peres, qui est la référence ultime en matière de paix, mais aussi en matière d'amitié envers la France, m'a dit très spontanément les relations entre la France et Israël n'ont jamais été aussi bonnes que depuis l'âge d'or, c'est-à-dire depuis la période entre 1948 et 1967, où la France, faut-il le rappeler, était le principal soutien d'Israël. Et ces paroles de Shimon Peres, elles sont fortes. Il voulait peut-être un peu vous encourager, vous faire plaisir à ce moment-là. Peut-être, mais je les ai pris, vous savez, au premier degré. Et quand je regarde le succès des manifestations que nous organisons, nous avons organisé très récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, ce dialogue entre cinéastes et écrivains, où des acteurs français et israéliens lisaient des textes français et israéliens. Quand j'ai vu le succès de cet événement au Théâtre Cameri, quand j'ai vu cette intimité dans la relation entre la France et Israël, je me suis dit, oui, vraiment, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose entre nos deux pays. Nous pouvons être en désaccord, et c'est normal que nous soyons en désaccord sur un certain nombre de points,
nous le savons. Mais je pense que nous avons quelque chose en commun, la France et Israël. Et c'est pour cela aussi que nous avons tant d'ambition pour ce pays. C'est parce que nous croyons en Israël, mais nous croyons aussi que seule la paix permettra de conclure l'aventure sioniste. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est la paix. Israël a été en mesure d'accueillir 6 millions de juifs. Israël a été en mesure de constituer une démocratie remarquable. Mais il manque l'épreuve finale, c'est être en paix avec ses voisins. Alors il faut être plusieurs pour faire la paix, on ne peut pas faire la paix tout seul, et c'est pour ça que nous sommes actifs aussi en direction des voisins d'Israël pour favoriser cette évolution, pour favoriser cette paix. Monsieur l'ambassadeur de France en Israël, je vous remercie. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt.